Donc maintenant, pour faire l'entraînement de nos réseaux de neurones, il y a différentes techniques et astuces qu'on peut faire usage qui sont intéressants pour faire en sorte que ça fonctionne encore mieux. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'époques, le nombre de corrections qu'on fait, l'itération qu'on fait pour l'apprentissage, c'est un facteur qui est très déterminant pour le surapprentissage. Comme je vous ai dit en début de présentation, avec 2 couches cachées, un réseau de neurones, c'est un approximateur universel. Il peut approximer n'importe quoi. Et donc, si on lui met suffisamment de neurones sur chacune des couches, il peut faire du surapprentissage, puis apprendre tout par cœur, puis très bien modéliser nos données. Ça, c'est problématique lorsqu'on s'intéresse à la généralisation. Donc, on peut avoir des assez gros réseaux de neurones, mais si on évite de trop les entraîner, on va quand même aller chercher vraiment un résultat qui va mieux généraliser. Je m'explique parce que dans le fond, c'est peut-être le mieux avec une courbe ici. Ça, c'est une courbe artificielle, mais qui représente bien une réalité à laquelle on fait face en général avec les réseaux de neurones. C'est le fait que lorsqu'on entraîne, là, avec les époques, c'est des itérations d'entraînement, au fur et à mesure qu'on avance, on peut voir qu'en entraînement ici, l'erreur va descendre, puis peut descendre continuellement. Ça va être assez asymptotique, ça va être plutôt asymptotique à la fin, mais quand même, ça va descendre vers des valeurs très basses. Mais ce n'est pas vers la valeur de train la plus basse qu'on va avoir les meilleurs résultats, au contraire. Parce qu'on a souvent, lorsqu'on regarde en termes de généralisation, une courbe en cuvette. Ici, on le voit là, c'est que ça remonte vers la fin. Au début, c'est haut. Là, on va remonter ensuite par la suite. Donc, ça va être une forme de cuvette, puis on va voir qu'on va avoir un minimum quelque part au milieu. Et c'est ça qui nous intéresse, qu'on veut avoir. Dans le fond, nous, on aimerait déterminer le point où, ou si vous préférez, l'époque où le taux d'erreur en test est minimal. Si on regarde sur notre exemple ici, on peut voir que c'est ici que c'est minimal. C'est là que l'erreur en test est minimale. Puis ici, c'est pas trop mal aussi. C'est un petit peu plus haut, mais bref, on va s'intéresser au premier cas. Sauf qu'on ne peut pas le savoir, quelle est l'époque où l'erreur en test était minimale. Parce que si on le sait, on triche. Normalement, le jeu de test, ça correspond à des jeux qu'on ne verrait pas dans notre apprentissage. C'est vraiment les cas où on veut voir si ça généralise bien. C'est les données qu'on regarde à part, qu'on utilise seulement à la fin pour évaluer la performance. Cependant, on peut utiliser le jeu de validation comme étant un proxy, comme étant un, un jeu qui est similaire au jeu de test, donc qu'on peut se baser sur la performance en validation pour déterminer le point où l'erreur nous semblait la plus intéressante en termes de généralisation. L'erreur est la plus basse. Puis si on regarde ça ici, on peut voir qu'en validation, mais ce serait là. Ce serait à peu près à cette époque-là où l'erreur en validation est la plus basse. Puis ensuite, on voit que ça remonte. Donc, ça même, c'est typique de surapprentissage où là, on entraîne trop fortement, puis le réseau de neurones commence à apprendre par cœur les données, puis ne va pas bien généraliser. Puis ce qu'on peut voir, c'est que finalement, quand même, en entraînement et en validation, la zone est très proche, donc on peut espérer avoir quand même des très bons résultats en choisissant l'ensemble, le réseau de neurones au point où l'erreur en validation était minimale. Pour y arriver, bien, on va faire ce qu'on appelle du early stopping ou un arrêt hâtif. On va dire que lorsque l'erreur sur l'ensemble de validation augmente en généralisation, on va s'arrêter. Fait qu'on peut faire ça. Ça, c'est pour éviter de dire, bien, si on observe que ça a monté quand même significativement depuis 10 itérations, 10 époques, on peut dire qu'on est en surapprentissage, qu'on s'arrête là. Ou si les ressources de calcul ne sont pas trop un souci, qu'on peut entraîner très longuement, on va laisser aller jusqu'à la fin, mais quand même, on va avoir conservé une copie, la copie finalement du réseau de neurones à cette époque-ci, où l'erreur en validation était minimale, puis on va revenir à ça. On ne va pas prendre le réseau de neurones à la fin, on va revenir en arrière pour aller chercher le réseau de neurones qui avait l'erreur la minimale en validation. Donc, c'est lui qui nous intéresse. Donc, c'est tout ça, ben, c'est une technique qu'il faut absolument faire usage. C'est nécessaire dans notre apprentissage. Euh, le coût, cependant, c'est de devoir réserver une partie du jeu d'entraînement pour faire de la validation. Donc, on va gaspiller une partie des données pour le faire, mais c'est nécessaire. Aussi, il y a le momentum. Donc, le momentum, c'est qu'on on va modifier la règle du delta, la règle d'apprentissage. On va appeler ce qu'on appelle la règle du delta généralisé. Fait qu'on va avoir notre règle ici qui est très similaire. Donc, toute cette partie-là ici, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est une descente du gradient. Il n'y a rien qui a changé. Ce qui change, c'est à droite. Dans le fond, ce qu'on a ici, c'est qu'on va ajouter à notre correction au niveau de chacun des poids euh, une, un correcti-
le delta, finalement, la correction qu'on avait fait à l'itération précédente, fois un certain alpha. Donc, on va dire qu'on va faire une correction à l'itération actuelle. Donc, le delta actuel, c'est ceci puis cela. Donc, c'est vraiment ces sommations-là des delta JT, donc des petits delta JT, YIT. Donc, ça, c'est la correction qu'on va appliquer à l'itération actuelle. Mais on va conserver également la correction qu'on a appliquée à l'itération précédente. On va l'intégrer à un facteur alpha près. Donc, le alpha est inférieur à 1, mais c'est quand même une espèce de mémoire sur la correction qu'on a fait précédemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a un facteur alpha qu'on appelle le momentum. Le alpha est entre 0,5 et 1. Cette modification-là à la règle d'apprentissage, ça donne une inertie à la descente du gradient. Dans le fond, le gradient va être descendu, mais en continuant dans la même direction des corrections précédentes. C'est une espèce d'inertie qu'on donne à notre correction. Puis si ça avère qu'on va dans une certaine direction pendant longtemps, bien, on va accélérer la descente, on va aller de plus en plus vite dans une direction parce que c'est la même qu'on a depuis plusieurs itérations. Si au contraire, on zigzague, l'intérêt de ça, c'est que ça va vraiment adoucir, ça va éviter de zigzaguer, puis ça va nous ramener vers une direction de descente du gradient qui est plus moyenne selon un certain temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deltas ici, les deltas des époques précédentes, eux aussi sont définis par rapport aux époques qui précédaient. Donc, le delta WJI pour N-1 est défini en partie par rapport à la même chose, au delta JI pour N-2, qui est lui-même défini par rapport au delta WJI de N-3, puis ainsi de suite. Donc, on va télescoper finalement les corrections des itérations précédentes avec le momentum, ce qui va aider finalement à adoucir la descente du gradient. Donc, comme je vous disais, le facteur dépend de lui-même de la correction des itérations précédentes. Ça nous fait une espèce de mémoire de ce qui s'est passé. Puis si on visualise ça ici, bien, la courbe en bleu, c'est la courbe qu'on aurait si on faisait une descente du gradient sans momentum. Alors, on voit ici que c'est beaucoup associé au fait qu'on a un taux d'apprentissage peut-être un peu trop élevé ici, qui nous fait zigzaguer, mais quand même, qui nous permet d'atteindre assez rapidement l'optimum. Avec le momentum, on peut voir qu'après quelques itérations, c'est beaucoup plus doux. Ça tend à être beaucoup moins en zigzag. Ça va tendre vers l'optimum qui est quelque part ici. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut obtenir. Et donc, c'est quand même intéressant pour ça. Puis le momentum aussi nous permet de passer par-dessus certains points de ciel. Si on voit qu'on a certains, pas des points de ciel, certains optimums locaux. Si on reste dans un optimum local, mais s'il s'avère qu'on avait descendu quand même le gradient dans une certaine direction précédemment, mais ça va nous amener à passer par-dessus. Je peux vous illustrer ça ici, c'est de dire, on va faire, si on avait quelque chose qui ressemble à ça, mais si on faisait une descente du gradient, on pourrait très bien rester pris ici. Mais avec le momentum, on peut penser que ça va nous amener à continuer par-dessus cet optimum local-là pour aller vers ce qui nous semble être l'optimum global qui serait plus bas ici. Aussi, ce qu'on a vu pour la grille de rétropropagation, c'est développé pour la fonction de transfert sigmoïde pour le classement. Il en existe d'autres fonctions de transfert comme la fonction linéaire, la fonction tangente hyperbolique, la fonction relue. Toutes ces fonctions-là sont possibles. La fonction relue, c'est une nouvelle fonction qui était proposée avec les réseaux de neurones profonds qui fonctionnent très bien. Dans le fond, toute fonction continue dérivable sur l'espace des réels pourrait être utilisée comme fonction de transfert. Si on veut faire de la régression, le perceptron multicouche, avec le perceptron multicouche, c'est possible. La topologie conseillée, c'est tout simplement de faire une couche cachée avec des fonctions sigmoïdes, suivie d'une couche de sortie avec une fonction linéaire. Fait que seulement une couche cachée avec des neurones sigmoïdes en couche cachée, une couche de neurones linéaires en sortie, et ça fait un bon travail pour faire de la régression. C'est quand même une solution tout à fait valable. Puis là, on fait le critère d'erreur quadratique qu'on avait tout à l'heure, donc on l'applique dans un contexte de régression. Puis du fait que la sortie soit linéaire, on n'est pas pris entre entre 1 et 0. On est vraiment on peut faire la régression sur l'ensemble du domaine qui nous intéresse, qui est R ici, qui est le domaine des valeurs réelles.
Un autre point aussi à avoir en tête, c'est que la descente du gradient, c'est une méthode du premier ordre. On fait les dérivées premières. Donc ça, c'est des méthodes bien connues, c'est quand même assez robuste, mais on peut faire mieux. Si on fait des méthodes du deuxième ordre où on prend la dérivée seconde, il y a moyen d'aller plus vite parce que le désavantage de la descente du gradient tel quel, c'est que c'est quand même assez long. Il faut faire plusieurs itérations, puis chaque pas sont quand même assez petits. Donc, avec une méthode du deuxième ordre, on peut, par exemple, utiliser la méthode de Newton où on va faire l'expansion de la série de Taylor dans le voisinage selon un ordre 2. Puis on va être capable d'utiliser ça pour faire mieux, pour peut-être aller chercher euh, un pas qui est adaptatif, qu'on va vraiment descendre le gradient, mais en ajustant le pas à chaque fois selon ce qu'on fait comme estimation d'ordre 2 local. Parce qu'on va chercher le plateau finalement dans l'erreur quadratique pour aller le chercher afin d'avoir un pas qui est intéressant. Fait que ça, c'est ça l'intérêt de ça ici. Dans le fond, c'est que ça nous permet d'aller plus vite, d'apprendre mieux, puis des fois aussi de se sortir des optimums locaux, donc de mieux converger. Le coût, cependant, à payer avec une méthode du deuxième ordre, c'est qu'on doit calculer l'inverse de la matrice hessienne. Donc, c'est vraiment l'inverse d'une matrice qui peut être assez grosse. Puis ça coûte cher en calcul. C'est beaucoup plus cher que de travailler avec les dérivées premières. Et donc, ce coût à payer là, ben, quand même, est non négligeable. Il faut en tenir compte. Et donc, même si on fait moins d'itérations sur l'apprentissage du réseau de neurones, chaque itération risque de nous coûter plus cher. Donc, il y a entre autres des méthodes basées sur le gradient conjugué qui évitent le calcul direct de l'inverse de la matrice hessienne. Donc, ça, c'est déjà mieux. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vous dirais que certaines optimisations peuvent être faites, effectivement, pour apprendre, entraîner un réseau de neurones en faisant une descente du gradient basée sur une méthode du deuxième ordre.